Bonjour à tous! Et puis vous l'aurez remarqué, bienvenue chez moi. Voici réellement l'environnement de travail dans lequel je fais mes vidéos. J'ai décidé de plus faire de fond vert. C'était trop compliqué, trop contraignant, donc on simplifie. Cette semaine, on va parler des fake news et on va faire une mini-série, alors pas très grande, il n'y aura que 2 vidéos, pour essayer de parler un petit peu de ce fléau et des problématiques graves que ça peut avoir. On a le président de la plus grande puissance mondiale qui s'en délecte, qui les utilise à outrance. Le but de la vidéo, ça va être d'évoquer la problématique, de regarder les solutions, et notamment les solutions open source, pour contrer et éviter de se faire avoir par des informations qui ne sont pas vérifiées, et puis des supports, des vidéos, des images qui auraient pu être manipulées. Jingle! Alors c'est pareil, hein, dans la démarche de toujours essayer de simplifier les choses. On m'a fait un petit feedback, hein, sur le fait que le contour animé pendant la présentation, pendant la vidéo en elle-même, c'était perturbant. Et typiquement sur le sujet ITAB de la semaine dernière, qui était quand même pas très simple, c'était suffisamment perturbant pour que il y ait eu une personne qui m'ait fait la remarque. Donc j'ai aussi décidé de revenir à ce que je faisais au début avec quelque chose de plus simple et peut-être moins perturbant. Alors c'est parti, on attaque le sujet sur les fake news et l'open source et les solutions open source, et on va essayer de voir en quoi l'open source c'est un allié stratégique contre la désinformation. Alors, la prolifération des fake news, pardon, c'est un défi sociétal extrêmement important. Alors qu'est-ce qu'on entend par fake news? Je pense que je vais rien vous apprendre, j'ose espérer que je vais rien vous apprendre sur la définition même de ce que c'est qu'une fake news. C'est de la désinformation euh, et la diffusion intentionnelle d'informations fausses ou trompeuses dans le but de nuire, de manipuler l'opinion ou de générer des revenus. Donc, c'est quoi l'impact de ces fake news? C'est peut-être l'un des plus graves, c'est la polarisation que ça crée dans la société, hein, le fait de voir apparaître des mouvements de pensée déformés et polarisés, en faisant circuler des informations qui ne sont pas justes. Ça crée forcément, et c'est ça peut-être le fond du problème, ça crée une méfiance envers les institutions, envers les médias, envers la science, envers le gouvernement, envers tout ce qui nécessite de réfléchir. La fake news, elle a cette caractéristique d'être facile à manger et facile à digérer, mais finalement, elle ne nécessite pas de réflexion, pas d'intelligence, et c'est un énorme problème parce que du coup, elle fabrique de la croyance euh, absolument pas correcte, et elle déforme, elle polarise la société. Là où c'est grave aussi, c'est qu'on peut aller jusqu'à des risques pour la santé publique, mais surtout aussi des risques pour la démocratie. Et c'est peut-être ce qui me motive, moi, à faire cette vidéo. Alors, on va essayer de regarder un petit peu la problématique selon 4 grands axes. Déjà, la problématique d'amplification rapide sur les réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux posés sur Internet ont été des accélérateurs à la fois des bons comme des mauvais côtés de notre société. Ensuite, on se concentrera sur l'impact sur la démocratie et les décisions publiques, la problématique au quotidien de chaque citoyen pour vérifier, la difficulté de vérifier l'information. Et puis on parlera aussi quelque part du manque de transparence des algorithmes des plateformes. Là où on consulte la majorité de nos supports, j'espère que vous me suivez sur Ultragreen, donc sur YouTube, sur ces plateformes de diffusion massive que sont à la fois les réseaux sociaux, mais aussi des plateformes comme YouTube, comme d'autres moyens de communication, de support vidéo. Effectivement, on peut se poser la question de savoir si on a une vraie maîtrise sur les algorithmes des plateformes. Alors,
les principes et les outils de l'open source, on va s'apercevoir qu'ils offrent des réponses robustes, plus transparentes à ces problématiques complexes. Alors, on continue encore hein, sur l'impact des fake news, et puis là, on va essayer de centrer, de centrer notre analyse sur le faux et les conséquences du faux. On va y aller de façon très concrète. Typiquement, on va essayer de regarder un petit peu des fake news assez célèbres et essayer de regarder un petit peu comment elles se sont déroulées et les conséquences, souvent graves malheureusement, qu'elles ont pu avoir. Le premier cas que j'ai relevé, c'est le Pizzagate en 2016. Donc c'est une théorie du complot qui est née sur des forums en ligne, un peu sur les forums comme 4chan. Donc on sait à quel point ces forums, des fois de temps en temps, ont eu un côté un petit peu toxique sur certains sujets. Et typiquement, c'est arrivé pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Le déroulé, il y a eu une fausse information qui affirmait qu'une pizzeria à Washington, donc la capitale, était le centre d'un trafic d'enfants impliquant des personnalités du Parti démocrate. Donc c'était ciblé vers un des partis, donc avec l'objectif d'influer sur les élections. La rumeur, elle s'est propagée de manière virale et donc rapide sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter et sur Facebook. Les conséquences, elles sont extrêmement graves, parce que le 4 décembre 2016, il y a un homme de 28 ans qui était convaincu de la véracité de cette théorie et de ce qui était, de ce qui était évoqué, qui s'est rendu armé. Alors effectivement, on est aux États-Unis, donc les armes, ça fait partie du quotidien des Américains. Il s'est rendu armé dans la pizzeria pour libérer les enfants, parce qu'il était persuadé qu'il y avait effectivement des enfants qui étaient... qui avait un trafic d'enfants hein, dans cette pizzeria. Et il a tiré plusieurs coups de feu à l'intérieur du restaurant. Alors effectivement, il n'a pas fait de blessés, c'est presque miraculeux, et il s'est fait arrêter par la police. Mais cet événement, ça démontre qu'une fausse information en ligne, elle peut effectivement déjà avoir un impact sur l'actualité, sur le déroulé par exemple d'une élection, mais en plus, elle peut entraîner quelqu'un à des actes d'une extrême violence parce que il est persuadé que ce qu'on lui dit est la vérité. Le deuxième cas que j'ai voulu souligner, c'est les incitations à la violence contre les Rohingyas au Myanmar. De quoi on parle? On parle de tensions ethniques et religieuses de longue date entre la majorité bouddhiste et la minorité musulmane des Rohingyas au Myanmar. Et donc là, comment ça s'est déroulé? Sur la plateforme Facebook, elle a été massivement utilisée pour diffuser des discours de haine, des rumeurs, de la propagande, avec l'objectif de déshumaniser les peuples rohingyas. Il y a eu des publications qui les décrivaient comme des envahisseurs, des terroristes. C'était accompagné de fausses histoires d'atrocités qui auraient été commises par cette minorité. Et là, les conséquences, elles sont très graves aussi, hein. Il y a eu des enquêteurs des Nations Unies qui ont conclu que cette campagne de désinformation, elle a joué un rôle extrêmement déterminant, fortement déterminant, dans l'incitation à la violence, et elle a contribué à la persécution et au nettoyage ethnique, je suis prudent sur mes termes, hein, de la population rohingyas. Ça a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir le pays. Donc là, on voit effectivement la puissance. Quand on voit le nombre de personnes qui sont impliquées, on voit la puissance que peut avoir une fake news. On va encore en illustrer au moins deux. Donc, forcément, j'avais envie de ressortir un petit peu la situation pendant le Covid-19. Alors ça, on en a eu, mais là, je voulais faire un petit peu un petit retour hein, sur ce qu'on pouvait trouver à l'époque en termes de fake news. Donc la pandémie mondiale du Covid-19, elle a déjà parce qu'on a eu un comportement assez particulier avec le confinement, elle a créé un climat de peur, d'incertitude, et du coup elle a fabriqué le terreau de la désinformation. Qu'est-ce qu'on a pu y trouver? On a pu retrouver par exemple de nombreuses fausses rumeurs, fausses rumeurs pardon, concernant des faux remèdes, comme l'ingestion d'eau de javel
Alors, je me rappelle, on n'a pas besoin de citer qui c'est qui avait relayé cette fake news. J'en ai parlé au tout début. Et donc l'ingestion d'eau de Javel ou de méthanol. Il y avait des théories du complot liant le virus à la technologie 5G. J'en ai un peu rigolé sur le petit short introductif de cette semaine. Énormément de désinformation sur l'efficacité et la sécurité des vaccins, affirmant à tort qu'ils contenaient des puces électroniques qui allaient modifier l'ADN, tout ça parce qu'effectivement cette notion d'ARN messager, ADN, tout ça, ça a fabriqué des peurs qui étaient infondées. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conséquences graves? Donc cette désinformation, elle a eu des impacts sanitaires qui sont directs, hein, des décès liés à l'ingestion de faux remèdes, un scepticisme envers les gestes barrières, une hésitation sur la vaccination, et ça a contribué à des vagues d'hospitalisation et de décès qui auraient pu être moindres et même un certain nombre d'hospitalisations qui auraient pu être complètement évitées. Alors le dernier, je pouvais pas ne pas en parler parce que rien que l'image en elle-même, elle est déjà stupéfiante. Se dire que dans la plus grande puissance démocratique du monde, on a eu un risque de la voir sombrer. On a toujours certaines inquiétudes de la voir sombrer actuellement. Effectivement, en 2021, l'invasion du Capitole américain, suite à l'élection présidentielle de Joe Biden en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'élection, il y a eu des allégations infondées de fraude électorale massive qui ont été largement diffusées, relayées sur les réseaux sociaux et sur certains médias, avec notamment le fait, avec le slogan Stop the Steal, hein, le fait que le gouvernement sortant considérait qu'il y avait eu un vol de l'élection par les démocrates. Les conséquences, elles sont extrêmement graves. Elles auraient pu être beaucoup plus graves, mais bon, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même eu de la violence, hein, et il y a eu des décès. Donc effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État et de prise par la violence du Capitole à Washington, à la capitale. Donc les fake news, c'est quelque chose qui peut profondément impacter notre vie au quotidien, l'histoire de nos civilisations et nos civilisations par elles-mêmes. Et on le voit de plus en plus. Et effectivement, le problème, c'est que maintenant, les réseaux sociaux, Internet sont omniprésents dans notre quotidien. Et donc, leur impact est de plus en plus important. Alors, je revis, et vous allez me dire, à chaque fois, je reviens sur les piliers de l'open source, je réexplique l'open source. Alors bon, on est sur Ultra Green, donc je vais quand même pas m'interdire de parler d'open source. Forcément, chaque vidéo, j'essaye de les rendre les plus indépendantes, les plus autonomes les unes des autres, indépendantes les unes des autres. Donc je réexplique. Donc, si on regarde les piliers de l'open source, ça repose sur 4 libertés essentielles. Et là, je pense que ça a du sens qu'on revienne sur ces 4 libertés essentielles. La première, c'est la notion de transparence. Le code source, il est public. Tout le monde peut l'examiner, tout le monde peut l'auditer, tout le monde peut comprendre comment ça fonctionne. Et il n'y a pas de surprise sur le fonctionnement. Ensuite, une des libertés, c'est la liberté de collaborer, de partager et de contribuer, de collaborer sur ce qui est fabriqué en open source. Donc ça encourage la contribution collective. Et donc l'amélioration et la correction des bugs viennent d'une communauté plus massive et mondiale. C'est-à-dire en plus avec la possibilité de dépasser les frontières. Il y a la liberté de modification. Le logiciel peut être adapté pour répondre à des besoins spécifiques, pour le contextualiser plus pour un usage particulier. Ensuite, et enfin, il y a le partage. Les versions modifiées peuvent être redistribuées. Et donc, effectivement, on peut faire en sorte qu'un logiciel soit utilisé par des personnes qui potentiellement n'ont pas les moyens d'avoir des outils onéreux, des populations avec un accès beaucoup plus limité à du logiciel à cause de problématiques économiques. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, à partir de ces 4 grands piliers fondamentaux de l'open source, on va regarder en quoi ça va nous aider pour lutter contre les fake news. La transparence, ça implique et ça permet la vérité. Pas de backdoor pour garantir la véracité des productions par la solution. On sait que le logiciel qu'on est en train d'utiliser
ne camoufle pas quoi que ce soit, ne cache rien du tout. De toute façon, il est auditable par tout le monde. La modification, elle, elle induit l'adaptation, la capacité à être adaptable et propice à gérer des événements géopolitiques dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. La collaboration, elle induit quelque chose qui est fondamental, qui est important pour moi, c'est la notion d'intelligence collective. J'en parle tout le temps. Donc c'est international par destination, mais c'est pas un frein à la souveraineté, c'est pas une dépendance à une société ou un autre pays, au contraire, c'est une possibilité d'être réellement souverain, parce que du coup, on peut potentiellement être complètement libre sur sa façon de consommer le logiciel et ne pas être soumis, et on le voit sur les réseaux sociaux, on a cette problématique actuellement sur l'hyperdépendance qu'on a vis-à-vis des réseaux sociaux américains. Donc effectivement, la collaboration induit l'intelligence collective. Et enfin, le partage, ça induit le contrôle et l'éducation. On peut limiter les possibilités de censure et on peut construire et renforcer l'esprit critique parmi nos citoyens. Donc, ces principes sont par nature en opposition avec l'opacité qui nourrit la désinformation. La transparence, maintenant on va essayer de les regarder les uns derrière les autres plus en détail encore. La transparence, c'est l'antidote à la boîte noire, au black box. C'est auditable, c'est un contexte de confiance, et c'est la capacité de savoir comment ça marche. Et c'est indispensable. Encore une fois, on continue de parler d'intelligence, pas que d'intelligence collective, d'intelligence tout court. Donc le problème des algorithmes propriétaires, je pense que c'était quand même indispensable de l'évoquer dans une vidéo comme celle-ci, les algorithmes des plateformes sociales, les flux d'actualité, les recommandations, ce sont des boîtes noires. On ne sait pas comment fonctionne l'algorithme. Leurs critères de diffusion, ils sont secrets, et ils peuvent favoriser le contenu sensationnaliste ou clivant. En quoi l'open source va apporter les solutions ? Premièrement, parce qu'un algorithme de recommandation et de modération open source, il peut être audité par tous, chercheurs, journalistes, citoyens, et donc il est connu, on en connaît la règle du jeu, et on peut même l'adapter si on considère qu'il est pas performant, il n'est pas pertinent. On peut vérifier qu'il n'y a pas de biais caché ou de manipulation intentionnelle, qu'elle soit commerciale, économique, stratégique, géopolitique. Ça se verra. Tout le monde voit le code, donc tout le monde verra qu'effectivement, il y a une manipulation potentielle intentionnelle. Et la transparence du code, ça force l'honnêteté. Elle construit une confiance qui est forte, qui est véritable, et non une confiance aveugle telle qu'on a pris l'habitude de l'avoir. Maintenant, si on parle de l'intelligence collective, l'objectif, c'est d'éviter les phénomènes de propagation virale. La communauté, alors, on dira, la viralité, ça peut être aussi quelque chose qui permet l'accélération d'une information. La viralité, elle est positive quand l'information qu'on veut faire circuler est une vraie information. Malheureusement, c'est rarement le cas. Donc la communauté, c'est une force de vérification massive et décentralisée. Même s'il y a viralité, quelque part, il va y avoir aussi la viralité du contrôle. Parce que la communauté va vouloir s'assurer en permanence de la véracité de l'information. Qu'est-ce qu'on a comme problème qu'on veut traiter ? Une fake news peut devenir virale en quelques heures, dépassant la capacité de vérification des équipes de fact-checking traditionnelles. C'est là où, justement, on va avoir l'intérêt, avec des solutions open source, d'une meilleure réactivité. Une communauté mondiale de développeurs, d'utilisateurs peut identifier et signaler rapidement des nouvelles technologies, des nouvelles techniques de désinformation, exemple de nouveaux types de deepfake pour les vidéos et ainsi de suite. On peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. L'intelligence collective, ça apporte quoi ? Des milliers de dieux qui examinent le code, les données, et qui permettent de repérer des failles ou des schémas de manipulation de façon largement plus importante que ce que pourrait faire une petite équipe et qui, effectivement, par la faiblesse du nombre de dieux qui sont fixés dessus, on n'arriverait pas à détecter suffisamment les problématiques. Et enfin, le dernier aspect, c'est la résilience. Un projet open source, c'est pas dépendant d'une seule entreprise,
Et par nature, il ne peut pas être acheté ou censuré facilement. Alors, pas être acheté, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'open source et tous les principes de l'open source, mais grosso modo, il est librement échangeable. Donc, si on veut ne pas l'acheter pour l'utiliser, on va pouvoir le faire. Et alors, le d'une là, il y a quand même, effectivement, il faudra qu'on en parle un jour sur la chaîne, de regarder un petit peu les problématiques d'hébergement actuelles d'une majorité de l'open source, et le fait que ce soit quand même sur des repositories qui sont portés par des acteurs majeurs, et quels sont les risques que ça nous fait courir. Passons à l'adaptation, et puis cette fois-ci, on va parler flexibilité et réactivité. Réactivité face aux nouvelles menaces. Et ces menaces, elles sont en permanence en train d'évoluer. Donc notre problème, hein, les techniques de désinformation, elles évoluent extrêmement rapidement, et avec l'IA, c'est même plus que extrêmement rapidement, et ça devient presque... ça devient extrêmement problématique, hein, l'accélération que provoque l'IA. Les solutions traditionnelles, elles peinent à suivre le rythme des nouvelles menaces, et donc on va regarder ce que l'open source nous permet. Il nous permet de la flexibilité. La communauté peut modifier, améliorer le code en continu. Ça permet d'intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités ou de s'adapter à de nouvelles formes de désinformation. Donc on va aussi gagner en réactivité, la rapidité de mise à jour, hein, que permet des grosses communautés open source sur leur logiciel. Elle permet de répondre en temps réel à de nouvelles techniques de manipulation. Là, je parle bien effectivement, hein, d'un open source qui fonctionne avec des communautés importantes sur des solutions avec une grosse démocratisation. Tout ça ne peut marcher, on le sent bien, que si effectivement on est avec des sociétés qui sont sensibilisées aux problématiques que je suis en train d'évoquer et qui comprennent l'intérêt de l'adoption massive de solutions open source. Donc au niveau de la réactivité, on peut aussi souligner que ça facilite la diffusion de correctifs et de bonnes pratiques cette fois-ci à une échelle mondiale. Il y a aussi cette notion de dépasser les frontières. Et puis on parle ici, comme on l'a déjà fait à de nombreuses reprises, d'innovation collaborative. La diversité des types de contributeurs, des contributeurs et des types de contributeurs, ça stimule les champs d'innovation et la création de solutions adaptées à différents contextes. On verra, hein, il n'y a rien de magique non plus, hein. Je tiens tout de suite à être clair, hein. Alors, le dernier gros aspect que je voulais souligner, hein, la notion de partage. On va parler cette fois-ci de diffusion et de collaboration ouverte. C'est encore une fois parmi les piliers de l'open source. La force du partage dans un écosystème ouvert, hein, on parle d'open source. Qu'est-ce qu'on veut régler comme problème? Les solutions fermées, elles limitent la diffusion des bonnes pratiques et on a beaucoup de mal à lutter contre la désinformation parce qu'il n'y a pas cette notion de collaboration globale. Donc l'open source va nous offrir plus de partage des connaissances, les outils, les données, les méthodes sont accessibles à tous, elles sont consultables par tous, elles sont adaptables et modifiables par tous, ça favorise l'échange d'expériences et la mutualisation des ressources, ça offre un contexte de collaboration mondiale, je réinsiste, mais c'est quand même extrêmement important, ça permet à des acteurs variés, des ONG, des gouvernements, mais aussi encore des entreprises, hein, et des citoyens, de travailler ensemble, de renforcer l'efficacité collective contre la propagation de fausses informations. Et puis le dernier point, c'est l'accélération de l'impact. La diffusion rapide des innovations permet une réponse coordonnée, efficace à une échelle mondiale. Et enfin, on va parler d'éducation. Avec le partage, on vient jusqu'à l'éducation. Et c'est extrêmement important de sensibiliser, de rendre beaucoup plus autonomes les citoyens face au traitement et à la prise en compte de la problématique des fake news. Donc le but, c'est bien de créer un contexte de contribution à l'éducation et à la confiance. Le problème, si on le détaille bien, le problème sur lequel on veut lutter, c'est apprendre à lutter contre la désinformation, et ça nécessite de la sensibilisation du grand public, ça nécessite forcément des solutions qui doivent permettre d'éduquer pour renforcer l'esprit critique. Je suis en train, encore une fois, de parler typiquement des fondations de l'open source. L'accessibilité, outils et ressources éducatives accessibles à tous, c'est-à-dire les supports pour comprendre les enjeux de la désinformation, les mettre en Creative Commons, faciliter l'apprentissage et la sensibilisation à la vérification des informations et remettre tout ça en Creative Commons,
L'autonomisation, c'est apprendre et permettre aux citoyens de développer leur esprit critique et leur capacité à détecter la désinformation, contribuer à des outils, contribuer à des initiatives, contribuer à des projets qui ont pour objectif d'engager cette lutte contre les fake news. C'est aussi favoriser une société mieux informée, plus résistante, aux fake news. Ce qui serait le mieux, ce qui serait souhaitable, hein, c'est de fabriquer des partenariats éducatifs, collaborer avec les écoles, les universités, les organisations, pour intégrer dès le plus jeune âge, dès le début, cette volonté de faire du fact-checking, de faire de la vérification, d'apprendre aux enfants l'importance et la nécessité de vérifier les informations, de vérifier les sources, et de ne pas considérer que parce que quelque chose a été lu, il est forcément vrai. Alors je vais en rester là pour cette première vidéo, et puis dans la deuxième vidéo, parce que je vous l'ai dit, hein, cette mini-série va être constituée de 2 vidéos, on va cette fois-ci regarder les solutions réelles, les solutions concrètes qui existent en open source, et puis les solutions potentielles, et enfin on parlera des défis. Encore une fois, je vous ai dit, je ne viens pas avec de la magie, je viens avec des principes, et puis après peut-être des solutions un peu plus concrètes sur cette prochaine vidéo, mais il faut bien comprendre que de toute façon, cette problématique, c'est une problématique qui est très complexe à traiter. Bonne journée!